Chers auditeurs, pour célébrer ce numéro 100 de Sport sur Règle, nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque, ou plutôt devrais-je dire, comme nous l'avait fait remarquer à juste titre Julien Cazard lors de son interview, c'est lui qui nous accueille dans ses bureaux parisiens. Cet invité a deux points communs avec tous les invités de Sport sur Hype. Le premier, c'est que c'est un sportif de haut niveau. Le deuxième, c'est qu'il a des origines arméniennes. Né dans la région lyonnaise, il a fait ses classes à l'UGA de Lyon-Dessines avant d'entamer une riche et belle carrière dans le football. Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de rencontrer monsieur Youri Djorkaeff. Bonjour à tous. Merci de m'inviter sur cette 100e. Moi aussi très honoré de participer à votre 100e émission. Alors Youri Djorkaeff, vous êtes beaucoup à le connaître à travers les médias, à travers le football bien évidemment, et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de balayer un petit peu tout ce parcours. Puis j'ai envie de dire, on va peut-être commencer dès l'enfance. Alors on le sait, votre père a joué en équipe de France, était aussi international. Donc vous avez baigné dans le football déjà très jeune, et vous avez aussi baigné, alors, aussi bien, on va dire, de par vos origines kalmouk du côté de votre père, mais aussi bien évidemment des origines arméniennes du côté de votre mère, dans ce bain et dans cette ambiance familiale arménienne. Notamment, il y a quelque chose qui nous parle à nous en particulier et à pas mal de nos auditeurs, c'est la colonie de Bellefontaine. Alors on a envie de commencer un petit peu par ça. Ah, les sacrées colonies. J'ai eu la chance de faire partie, d'avoir grandi surtout dans deux communautés, mais même si de mon côté de papa c'était kalmouk, il y avait très peu de familles kalmouk à Dessines, mais j'ai grandi dans une communauté arménienne qui était assez incroyable. C'est une vraie chance, d'avoir pu dès le jeune âge apprendre les valeurs de l'éducation, de la famille, de la joie, du partage, et c'était ça, et en fin de compte c'est vraiment créé en tant que citoyen, que homme ou femme, à travers toutes ces expériences qu'on a eues, et bien sûr la colonie Bellefontaine, qui était surtout pour le mois de juillet, parce que le mois d'août c'était les Parisiens qui venaient, c'était pas la même chose, ils venaient tous d'Alfortville ou d'ici Moulineaux, et généralement on retournait le dernier jour à la colonie pour nos amis parisiens, mais on a passé des moments incroyables. C'est là où on a fait des amitiés pour la vie, parce que souvent on se rend compte, quand il y a des fêtes arméniennes, on se rend compte que 90% des gosses, des jeunes et aujourd'hui des pères ou des mères ont fait la colonie. Et puis c'était aussi un bon moyen pour nos parents, tout en étant nés en France, avoir des enfants français, de garder une arménité à travers ces vacances orientées sur la cuisine arménienne, sur les traditions arméniennes, et puis sur le partage. Je crois que c'était ça qui était fort. Même un Nord-Arménien, il serait venu dans une colonie, il aurait dit que c'était une colonie de fous, mais il aurait, j'en suis sûr, adoré. Et donc voilà, Bellefontaine, grand moment de nos vies, avec mes frères aussi, avec mes cousins, et puis tous les amis qu'on a rencontrés là-bas. Alors, est-ce qu'il reste quelques souvenirs, quelques mots peut-être en arménien, Youri Oui, j'ai eu mon côté arménien en deux phases au niveau de la langue. Ça veut dire que jusqu'à que je parte de chez moi à l'âge de 15 ans, j'ai, on va dire, de 12 ans à 15 ans, j'ai vécu après avec ma grand-mère. Mon grand-père était décédé, on avait une maison mitoyenne, et j'ai décidé de quitter ma chambre, d'aller vivre avec ma grand-mère. Et c'était une expérience incroyable, parce que ma grand-mère parlait très, très moyennement français. On rigolait quand elle parlait français, mais elle me parlait toujours en arménien. Donc à ce moment-là, j'avais un arménien qui était très bon à l'écoute, qui est toujours très bon à l'écoute, malheureusement très peu parler. Après, je suis parti à 15 ans de chez moi, voilà. Et depuis peu, par mes voyages de plus en plus fréquents en Arménie, je me remets à la langue. Ce qui est un peu plus difficile avec l'arménien d'Arménie, c'est pas le même que celui qu'on pratiquait à la maison, donc un peu plus difficile. Mais au niveau de la compréhension, je dirais que je peux comprendre entre 60 et 70% d'une conversation. Voilà. Alors, je voudrais pas refaire mon langage, je voudrais parler en arménien, peut-être dans un prochain temps. Alors justement, vous l'avez dit, à 15 ans, vous quittez la maison.
probablement pour commencer les classes de foot, peut-être en sport-études, c'est ça? C'était pas très loin et très loin de la famille, quelqu'un qui a vécu constamment avec ses frères, ses cousins et tout un clan, d'un coup partir pour Grenoble et me débrouiller seul, c'était un vrai challenge, une grande aventure. Et ça m'a permis aussi de savoir très tôt ce que je voulais faire, qui je voulais être. Et puis, il faut retrouver donc seul. Nous, souvent, quand on voit autour de la famille de Djorkaeff, en fait, souvent, c'est pas une famille, c'est le clan de Djorkaeff. Et on le ressent notamment dans ce que vous avez pu communiquer. Effectivement, ça part déjà des parents. Vous avez une vraie fratrie avec les deux frères. Aujourd'hui, on peut le revoir parce que votre frère Denis, qui est conseiller municipal à Dessines, est aussi très investi sur les réseaux sociaux. Et on vous voit même récemment quand vous avez fêté des anniversaires, etc. Et vous arrivez quand même à vous retrouver dans ces moments-là, les parents, les enfants et les petits-enfants. Et on sent que c'est vraiment des moments importants. Donc ça a dû être encore plus difficile justement de se retrouver un petit peu déraciné, se retrouver un petit peu tout seul, assez jeune au final. C'était assez jeune, mais que ce soit mes parents, surtout mon père et un peu aussi ma mère et mes frères et mes cousins, ils sont venus me voir jouer assez rapidement. Dès qu'il y avait un match, à l'époque à Grenoble, très tôt j'ai joué en deuxième division, à 15 ans et demi je jouais en deuxième division à Grenoble, donc mes frères prenaient la voiture avec les cousins, ils venaient me voir, après on se retrouvait, même si j'étais en déplacement, on se retrouvait tous dans la même chambre à dormir. C'était souvent des expéditions, comme on disait, mais c'était très fort parce que quand tu as le soutien de ta famille, tu joues différemment. Tu joues différemment quand tu sais qu'il y a ton père dans la tribune, tu joues différemment. C'est pas une pression supplémentaire, c'était bien sûr une pression, mais une bonne pression. Mais c'était surtout une envie de faire plaisir, une envie de bien jouer, une envie de se dépasser parce que il y a des gens qui ont pris sur leur temps, qui ont pris sur leurs moyens pour faire des kilomètres et passer un moment et à te voir jouer. Donc c'était important pour moi. C'est vrai qu'on a un clan, la famille de Djorkaeff est un clan qui n'est pas renfermé sur lui-même, qui est un clan qui a toujours été ouvert. Je pense que mon grand-père mon grand-père du côté de ma mère a donné aussi le ton en créant l'UGA Dessines, en ouvrant après un bar justement pour réunir toute la communauté arménienne autour d'un café, mais derrière c'était plus qu'un café parce qu'il était capable de remplir certains papiers, de faire de l'administratif pour ceux qui ne pouvaient pas être. C'est ça pour moi la communauté arménienne, c'est comment on s'aide, comment on s'entraide, et ça a toujours été le cœur de notre clan. Voilà, on l'a fait à un moment donné avec des gens, on le fait maintenant en Arménie avec certaines missions qu'on fait avec Denis avec le gouvernement arménien. Dès qu'on peut aider et dès qu'on trouve que la cause elle est noble et juste, on le fait. Alors moi je voulais montrer un document, vous avez parlé de causes et de bonnes choses, et je pense que c'était dans les années où vous étiez à Grenoble, pardon. Ah ouais, je connais. Est-ce que ça vous parle? Ouais, bien sûr, ça c'est Alfortville ça. Voilà, ça c'est Alfortville, donc c'est un match de gala qui avait été organisé à Alfortville en soutien, donc suite au tremblement de terre en Arménie. Et donc vous aviez participé à ce match de gala, dont vous êtes à côté de votre père. Il y avait entre autres Eric Assadorian, il y a Bernard Pardo, tout à fait, Bernard plus quelques joueurs de l'époque de l'UGA Alfortville et d'ici les Moulineaux, contre le Variété Club de France, emmené entre autres par Michel Platini, par Jean-Michel Larquet, Marius Trésor, il y a Blanco, il y a Alain Giresse. Voilà, donc c'était un très grand événement entre Alfortville, on en reparle encore très souvent. Ce qui y a de fou, c'est que c'est la première fois que je joue contre Michel Platini, mais c'est la première fois que je joue avec mon père. Là, c'est on va dire un peu un match officiel, et j'avais une bonne pression d'être entouré là, de tous ces gens que je connais, mais qui sont beaucoup plus anciens que moi. Et c'était assez marrant, puis surtout jouer pour la cause arménienne. C'était le premier match qu'on faisait où on avait identifié aussi des Français d'origine arménienne, et c'était bien mis en valeur, et je trouve que ça c'était aussi important. Moi j'en garde un très bon souvenir, parce que moi j'ai eu l'occasion de faire le match d'ouverture. Excellent. Voilà. Et donc j'ai un très bon souvenir de mais je pense que pour tous les Arméniens, ça a été un bon souvenir. C'est vrai, comme tu le dis, ils en parlent encore de ce match-là. Ça a été pour une cause, on a dit, si on avait pu éviter de le faire pour cette cause-là, mais ça a été vraiment un grand moment de rassemblement.
Et puis entre autres, je vous la laisse. Ah ouais, merci. Je vais le mettre dans le bureau de voilà. FIFA et puis je vais l'accrocher là derrière. Merci beaucoup. Ça démarre à Grenoble. Grenoble, première étape, je pars à 15 ans en centre de formation. À 15 ans, au bout de 3 mois, je m'entraîne avec les professionnels. Au bout de 6 mois, je joue en deuxième division. Donc Grenoble, ça a été très rapide. Je me souviens peut-être de mon premier week-end à Grenoble. C'est marrant parce que le centre de formation n'était pas terminé. Et ils nous avaient mis dans un tout petit hôtel à l'Abbaye, dans le quartier de Grenoble. Et puis il y avait le marché sur la place de l'Abbaye. Je suis descendu, il y avait un Arménien qui vendait du textile et des chaussures. Et j'ai passé mon dimanche matin à lui donner un coup de main sur le marché à vendre les chaussures. Et c'était incroyable parce que déjà c'était mon côté à moi aussi. Comment s'adapter dans une ville, dans une nouvelle ville. Ça fait 3 jours que j'étais à Grenoble. Je me retrouve à faire le marché avec ces Arméniens-là. Et du coup, voilà, j'ai créé des liens tout de suite avec les gens autour de moi. Et je suis resté 5 ans. Après, à 18 ans, j'étais capitaine de l'équipe professionnelle. Et quand ils m'ont vendu à Strasbourg, j'étais le plus gros transfert de Ligue 2. Donc Grenoble, ça a été un marqueur dans ma jeunesse, dans la façon où j'étais tout seul et je me suis pris en charge, avec des choses bien, des choses moins bien, mais c'était ma responsabilité et je pense que j'étais content d'avoir ces responsabilités-là. La D2, en fait, c'est une super école de formation. C'est un championnat qui est très difficile, en Très, fait. très, très dur. Alors, c'était top parce qu'il y avait le respect du nom, quand même, parce que mon père était joueur. Donc, je peux te dire, quand j'allais ou en Corse ou quand j'allais jouer dans la poule du Sud, parce que Grenoble était la poule du Sud, j'avais quand même un traitement spécial parce qu'autrement, c'était toujours difficile. Deuxième division, c'était une sacrée école. Sacrée école, il y avait c'est un championnat d'hommes. Ouais, il fallait y aller et t'en prenais, mais il fallait aussi en donner. On va dire c'était comme les matchs de l'UGA de l'époque. Voilà, c'était avec des bons moments et des bonnes discussions à la mi-temps et à la fin du match. Après Grenoble, c'est Strasbourg. Et puis surtout l'AS Monaco, qui a été le club où vous avez plus joué, quasiment 200 matchs. Et puis là, des rencontres, je pense déjà à Arsène Wenger. Et puis des joueurs qui vont aussi vous suivre un petit peu tout au long de votre carrière. Thuram, par exemple, avec qui on en reviendra tout à l'heure, mais vous avez aussi quelques points communs. Peut-être Henry, qui était tout jeune. Voilà, et donc ces rencontres-là aussi qui vous nourrissent. Et puis encore de super matchs. Ouais, Strasbourg, incroyable. 1 an et demi à Strasbourg, j'ai été élu meilleur joueur de Ligue 2. Derrière, Arsène Wenger me suivait, il était entraîneur à l'AS Monaco, il me suivait. Et ils n'ont pas pu me faire à l'intersaison. Après une saison, ils voulaient me prendre tout de suite. Et je suis arrivé 3 mois après en tant que joker. Pareil, meilleur joueur. Je suis arrivé à Monaco. Pour Strasbourg, c'était une belle opération financière parce que pareil, j'ai été plus gros transfert de deuxième division. Monaco, t'es arrivé à Monaco, c'est que des stars, que des grands joueurs. Et puis surtout, l'AS Monaco était une équipe qui jouait très bien au ballon, avec un environnement un peu particulier. Il n'y avait pas du monde au stade, mais il y avait une façon de jouer, une façon de mettre en avant les jeunes qui était déjà de très grande qualité. Le travail d'Arsène Wenger qui était reconnu en France et en dehors. Et il m'a fait venir au mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai signé à l'AS Monaco et ça a été 6 mois après, il y a eu mon premier titre, la Coupe de France, contre Marseille. On gagnait 1-0 au Parc. Et derrière, ça a été un apprentissage incroyable avec Arsène Wenger, avec des joueurs de très grande qualité, que ce soit, comme tu l'as dit, Thierry Henry, Lilian, Manu Petit, Fabien qui est venu plus tard, Barthès, mais à l'AS Monaco, il y avait un noyau de jeunes joueurs qui, derrière, s'est tous retrouvés en équipe de France. Et ce qui faisait aussi la force de l'équipe de France, c'est qu'on se connaissait tous. Et l'AS Monaco avec des belles victoires. Et puis surtout,
cette idée, cette philosophie de bien jouer. Je crois que c'était important. Et on l'a gardé. Tous ceux qui sont passés à Monaco ont eu des belles carrières et ont un style qui était propre à la SN. On continue encore en club. Après Monaco, il y a le PSG. Et alors c'est marrant parce qu'en fait, le nom de Djorkaeff est associé au PSG alors que finalement tu n'as joué qu'une saison à Paris. Mais elle a été marquante. Ouais, les gens quand je leur dis que j'ai joué une saison par Paris Saint-Germain, ils me disent non, je ne vais pas y croire. Mais non, c'est pas possible, tu as joué 4 ans, tu as joué avec lui, Non, j'ai joué qu'une saison, on a gagné la Coupe des Coupes, c'était l'objectif. Derrière, sincèrement, j'aurais voulu rester, j'aurais voulu faire ma carrière à Paris Saint-Germain. C'était ma ville, c'était mon club, c'était mon stade, le Parc des Princes. Mon père était le premier capitaine de l'équipe de Paris Saint-Germain. Mon papa a été à la création de Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que le nom de Djorkaeff à Paris résonne fort, comme mon père l'a fait résonner à Marseille ou à Lyon aussi. Mais Paris, c'était vraiment, c'était chez moi. C'était chez moi et je me souviens, j'avais été voir à l'époque, c'était Michel Denisot le président. J'avais dit au mois de décembre, au bout de 6 mois, j'avais été voir, j'ai dit c'est maintenant, il faut qu'on discute de contrat, parce que j'avais un contrat de 2 ans. Je lui ai dit dans 3 mois, ce sera trop tard. Et ils ont pris un peu du temps, ils ne savaient pas trop s'ils allaient... Il y a eu des lenteurs dans le système, et ce qui fait qu'au mois de mai, j'avais tous les plus gros clubs du monde qui s'intéressent à moi, voilà, quand on parle de Barcelone, de Madrid, les Anglais à cette époque-là, ils n'étaient pas si performants que ça, c'était surtout les Italiens et les Espagnols qui étaient prêts à m'accueillir et je suis parti. Une fois que j'ai rempli l'objectif de la Coupe des Coupes, je suis parti du club par la grande porte, je pense, parce que j'ai beaucoup aimé ce club, j'ai beaucoup aimé jouer vraiment au parc et j'en garde que des bons souvenirs. Voilà. Et je suis toujours le club. Alors effectivement, une victoire en Coupe des Coupes, avec un parcours un petit peu difficile, on va dire, notamment parce que vous étiez blessé sur le quart de finale contre Parme. Retour en demi-finale. J'aimerais bien que vous nous racontiez ce qui s'est passé, parce qu'en gros, 0-0, match un petit peu difficile. Ouais. Et il y a un Yuri sur le banc qui a envie de rentrer, en fait. Ouais, j'étais pas sûr de faire le déplacement à la Corogne, parce que ça faisait à peine 3 semaines et demie que je me rétablissais d'un claquage. Normalement, c'est 4 semaines avant de pouvoir faire un match. Et là, 3 semaines et demie, c'était un peu juste. Et j'avais fait un super retour, une super préparation, tout ça. Et je ne m'étais pas encore entraîné avec toute l'équipe. J'avais fait une préparation seule avec le préparateur physique et le staff médical. Et là, je me retrouve la veille du match, à la Corogne avec toute l'équipe et il y a le dernier entraînement, tu vois. Et là, sincèrement, je fais un entraînement, tout le monde est super content parce que déjà je suis retourné en forme et en plus 3 semaines et demie sans avoir joué, je peux dire le ballon je le mange en deux, il m'appartient et tout le monde me dit ah c'est bon, demain tu vas jouer. On a réfléchi avec Luis Fernandez qui était mon entraîneur. Louis a dit on va pas prendre de risques, c'est le match aller, il va y avoir le match retour, je te garde sur le banc et on verra comment évolue le résultat. Et c'est sûr que à partir de la deuxième mi-temps, Louis nous a dit allez vous échauffer. J'ai pas été derrière lui, je me suis échauffé à 50 cm de lui, derrière lui, donc dès qu'il tournait la tête j'étais là à côté. Et c'était marrant parce que d'habitude les mecs ils vont loin, moi j'étais là, c'était juste là et j'attendais. Au bout d'un moment je voyais, j'ai dit c'est maintenant. Et mon premier ballon, en fin de compte je crois que c'est mon premier ballon que je touche, même pas que je touche, je l'envoie dans la lucarne. Mais je le savais quoi, non on peut pas dire ça. Vous l'avez annoncé quand même. Ouais j'ai annoncé. J'ai annoncé aussi. Il faut savoir que Paris Saint-Germain avait un problème avec les demi-finales. Chaque année, super équipe, demi-finale, bim, et il ne passait pas, il y avait vraiment un problème. Et moi, le fait aussi d'avoir été blessé, je ne me nourrissais pas de toute cette pression qui arrivait, j'étais focus sur revenir, et du coup, je me suis peu occupé de ce qui se disait autour du match, je me suis surtout concentré sur ce que je devais faire.
Et je l'ai fait bien, j'ai fait même très bien, parce que 1-0 à l'extérieur, ça nous a ouvert la porte pour la finale. On a joué le match retour, on l'a gagné aussi. Donc c'était aussi un moment fort pour l'équipe qui avait besoin, parce qu'on avait eu quelques revers en championnat qui nous avaient coûté la première place. Et on était en train de perdre le championnat. Et c'est toujours difficile de se rattacher juste à une compétition, et surtout quand c'est une coupe. Voilà, tout peut arriver. Et donc, je voulais être sûr qu'on arrive au moins jusqu'à la finale. Et il y a eu la finale, et ça s'est bien passé. Ça a été gagné. Et je crois qu'on a vu une image sur les champs avec Yella Queen, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on les diffusera bien évidemment. Ouais, super. Le souvenir de cette équipe parisienne qui a défilé sur les Champs-Élysées. Ouais, c'était top. Et puis, pour la petite anecdote, Yuri avait Toujours un petit Yella Queen. Toujours, devant, même France 98, même pour les Champs-Élysées, même quand on a gagné la Coupe du Monde, il y a toujours un fan, un supporter arménien ou d'origine arménienne qui me donne un drapeau, et c'est toujours un plaisir pour moi, justement, de je ne suis pas plus fier que ce jour-là, le fan de c'était toi arménienne. C'était moi. Voilà. Et donc, Excellent. mon drapeau, c'est le mien sur cette photo. Bravo, Voilà. super. Et effectivement, donc... super, c'est important. Non, c'était vraiment... et puis de se retrouver, puisque le lendemain, ça a fait la une d'un des journaux, je ne sais plus lequel quotidien. Et voilà, de te voir sur ce 4x4 avec le drapeau arménien juste devant, c'était c'est beau. magnifique. Et puis il y a le symbole de la France avec la... j'allais dire l'arc de triomphe. Avec l'arc de triomphe. Et puis ces années 96, c'est déjà, on commence à être pas mal avec l'équipe de France. Oui. Cette, Oui, c'est sûr que... Donc l'Euro, du coup, 96, belle compétition, belle génération, enfin c'est le socle, enfin tu l'as dit, enfin il y a le socle de Monaco, il y a un bon apport aussi de l'OM dans cette équipe. On y est presque, mais on n'y est pas quand même malgré tout, quoi. On y est, ouais, il y avait surtout, alors 96, il y a un bon apport de Monaco, mais il y a surtout un apport de Paris, parce que moi j'ai fait toute la saison à Paris. Et sur la moitié de l'équipe, il y a Bernard Lama, Laroche, Vincent Guérin, Paul Le Guen, Ngoti, Loco. Il y a au moins 7 Parisiens qui sont en équipe de France. Et c'est important. Il nous a manqué quelque chose, parce qu'on a dû aller en finale. République tchèque, on perd au penalty. Il nous a manqué, je pense, la préparation. En 96, il nous a beaucoup aidé pour 98. C'est bien, parce que des fois, il faut, tu vois, on dit toujours il faut des défaites pour apprendre. Oui, mais ça te fait chier de perdre. Mais surtout on aurait pu avoir notre place en finale. Et c'est surtout dans la méthode de préparation où la France, en général, le sport français en général, ne savait pas se préparer pour les compétitions. Nous, on se prépare pour les compétitions, pour la disputer, pour faire le mieux possible. Les grandes nations, ils se préparent pour la gagner. Voilà. C'est ce qui a changé après 96. Toutes les compétitions qu'on a fait après 96, on s'est préparé pour gagner. C'était un très bon tournoi, très haut tournoi. On n'attendait pas l'équipe de France à ce niveau-là. Nous, on savait qu'on avait un potentiel. On ne savait pas quel était notre potentiel, mais je crois qu'on avait aussi un monsieur, j'allais dire un magicien, mais c'est pas un magicien, mais on avait un monsieur comme Aimé Jacquet, qui était notre sélectionneur et qui avait tout compris, lui, bien avant tout le monde, et qui nous a petit à petit appris justement à mettre en phase sa méthode, sa méthodologie, qui derrière nous a servi pour lever 98 et aussi 2000. Quelque part, avec Zidane, il te laisse les clés de l'équipe de France, au détriment de joueurs comme Papin, Cantona, ce qui n'est pas rien. L'Euro 96, pour rappel, a lieu en Angleterre, où il y a 2 grandes stars françaises en Angleterre qui sont Eric Cantona et David Ginola, des stars, enfin vraiment des très très grandes stars. Aimé Jacquet fait le choix de ne pas les prendre, et vous fait confiance, et vous lui rendez plutôt très bien, notamment en phase qualificative. Et puis ça lance après toute cette aventure-là. Et justement, quand on a un sélectionneur ou un entraîneur qui
vous fait autant confiance, ça doit décupler l'envie de se dépasser sur le terrain. Ça met une bonne pression, comme on dit. Ouais. Je me souviens toute ma vie, cette discussion avec et Zizou et moi ensemble, avec Aimé en face de nous, avec les mots d'Aimé qui raconte voilà, les choix qu'il fait. C'est marrant, il a pas parlé des autres, il a parlé de notre association, il a parlé de nous individuellement. Et je pense j'ai toujours eu un discours ouvert avec Aimé. Je dis toujours, c'est l'entraîneur qui m'a mieux cerné, mieux compris, qui m'a fait confiance aussi, qui m'a donné beaucoup de responsabilités et que j'ai su aussi les prendre. C'est sûr que quand on regarde le pari qu'il prend de miser sur 2 jeunes avec moins d'expérience que les Ginola, les Cantona, les Papin, c'est pari risqué, surtout qu'il vient d'être nommé sélectionneur et on sortait d'une grosse défaite 94 pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc c'est un vrai pari, mais il a une dimension assez incroyable et il a vu plus loin que le prochain match. Il a vu 98, la Coupe du Monde 98 qui serait là dès demain. Et il a vu la destinée de l'équipe de France, le virage que l'équipe de France devait prendre. Et c'est pour ça que je pense qu'il a donné les clés de la maison. Il y a un match qualificatif contre la Pologne. Et là encore, vous êtes le sauveur de l'équipe de France et peut-être de la tête d'Aimé Jacquet. Et sans doute, tu n'aurais pas eu toute cette suite-là sans ce but. Ouais, j'aurais peut-être pas fait la même carrière. Je pense qu'il y a peut-être certains joueurs qui auraient pu rejoindre l'équipe de France parce qu'ils avaient fait déjà l'échec de 94, le deuxième échec en 96. En 2 ans pour un joueur, c'était difficile. Non, je pense que voilà, j'étais content de marquer, j'étais content d'être ce buteur providentiel, comme il disait à l'époque. J'ai fini quand même meilleur buteur de l'équipe de France. C'était aussi fort de pouvoir porter l'équipe de France à un moment donné et de pouvoir aussi récolter toute la confiance de mon équipe pour être à la finalité du but, quoi. Parce que c'est ce que je disais toujours. Bon, c'est sûr que des fois c'était des buts de très loin, des exploits individuels, mais souvent c'était mon équipe qui me permettait de me mettre dans les meilleures conditions pour moi marquer. Mais Jacquet dit Yuri, sa force c'est les 30 derniers mètres, c'est bien ça en fait. C'est ça. Il me disait, moi, arrête de me faire chier à revenir chercher les ballons. Là, tu laisses Zizou, t'as Manu Petit, t'as Deschamps, laisse-les prendre le jeu. Toi, c'est les 30 derniers mètres. Je dis, ouais, mais j'aime bien toucher le ballon. Ouais, t'en fais pas, tu vas le toucher. Et là, dans les 30 derniers mètres, tu fais ce que tu veux. Et je me souviens, il m'a dit quelque chose, mais c'est quand même assez incroyable pour l'entraîneur. Il m'a dit, les 30 derniers mètres, c'est toi, tu es responsable de ce qui se passe. Je t'engueulerai jamais si tu loupes, si tu fais quoi que ce soit, si tu fais un dribble de trop, si tu tires alors qu'il ne faut pas tirer. Je t'engueulerai jamais, c'est toi l'attaquant, je ne suis pas attaquant. Voilà. Donc j'en ai des fois abusé, je plaisante. Non, en tout cas, je me suis régalé. Voilà. Je me suis vraiment régalé. C'est un plaisir pour nous, enfin tous ces messages, enfin nous on les a vus à travers les yeux dans les bleus forcément, enfin comme bons supporters de foot, mais là avoir le plaisir de l'entendre directement depuis les vestiaires, c'est en plus c'est vrai donc. C'est tout vrai, ouais, c'est tout vrai. 98 justement, cette Coupe du Monde, on va en parler un petit peu. Alors déjà, contexte pas évident, hein. On se rappelle qu'Aimé Jacquet n'était pas spécialement soutenu, notamment par les médias français. Nous, on a cette impression-là que vous étiez peut-être un peu cet esprit clan autour de cette équipe de France, et vous aviez comme une mission tous ensemble, et vous l'avez plutôt bien rempli. Et pour nous, on a quand même un Youri Djorkaeff qui porte cette équipe de France, notamment en phase dans les matchs un petit peu éliminatoires. Juste un petit mot, un seul but dans cette Coupe du Monde. Ouais. Mais c'est chez toi. C'est à Lyon. C'était. Qui c'est que je pourrais remercier? Je remercie qui veut, mais de marquer en Coupe du Monde, c'est incroyable. Djorkaeff face à Schmeichel. Et marqué par Djorkaeff, même si le gardien danois l'a touché. Youri Djorkaeff qui ouvre la marque pour l'équipe de France après 12 minutes dans cette première mi-temps.
sous les yeux de Jacques Chirac qui apprécie à sa juste valeur la qualité du penalty de Djorkaeff, même si Schmeichel, vous allez le voir, était parti du bon côté. Il le touche de la main droite. Il n'est pas loin de l'arrêter. Youri qui alterne les côtés pour les pénaltys. Vraiment, de marquer un but, c'est déjà incroyable. Et d'avoir marqué en plus à Lyon, devant ma famille, dans ma ville, je me souviens toujours que le stade était en folie. C'était top. Je suis content. En fin de compte, cette Coupe du Monde, elle arrivait bien parce que j'avais 30 ans aussi. C'est vraiment une consécration, tu vois, presque un aboutissement dans ma vie de joueur. Tu arrives à 30 ans, tes belles années, elles sont là, elles sont en plein dedans. Tu es capable de faire des bons choix, tu es capable de réfléchir, tu es capable de prendre du recul aussi. Et tu te retrouves à jouer la Coupe du Monde chez toi, à la maison, devant la France, devant tout le monde. Donc c'est sûr que la responsabilité là, tu la prends. Derrière, il y a eu des matchs durs, mais voilà, j'en ai déjà fait des matchs durs, j'ai déjà renversé des situations, j'étais au cœur du système, donc je connaissais bien aussi. Mais c'était jouissif c'était jouissif de participer à quelque chose la Coupe du Monde, c'est quelque chose, c'est tout sauf individuel. La Coupe du Monde, ça réussit aux gens qui arrivent à se dépasser. C'est un dépassement de soi dans une Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui ne sont pas capables, c'est pas de leur faute. Il y a des joueurs qui n'arriveront jamais à avoir cette je sais pas comment dire, cette force d'aller chercher quelque chose qu'on ne t'apprend pas. Tu vois, je dirais que le dépassement de soi, c'est ce qu'a fait Messi pendant toute la Coupe du Monde au Qatar. Parce qu'on va dire, oui, mais il était tout seul. Non, il n'était pas tout seul. Son premier match, il a été cherché. Son deuxième match, il a été cherché. Son troisième match, il a été courir de partout. Il a marqué des buts importants. Et c'est ça, il y a des joueurs, il y a des grands joueurs qui ne l'auront jamais. Il y a des joueurs qui sont passés à côté de ça. Nous, avec l'équipe de France, on savait qu'il y a un dépassement de soi à faire, mais collectif. Voilà. Et je peux vous le dire, sincèrement, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Tous ceux qui ont participé à cette aventure-là ont eu à un moment donné une action qui a été déterminante. Sur le terrain ou en dehors du terrain. Clairement, on sentait bien de l'extérieur, en tout cas le groupe soudé, qui pouvait quasiment vous arriver n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses, parfois, alors on se souvient bien sûr de la finale, mais on oublie peut-être la qualification sur le but en main, les tirs au but, des cartons rouges, voilà, il y a plein de choses. Chaque match avait son lot de choses incroyables. Alors on va revenir tout à l'heure sur la finale, mais vous avez joué quand même 2 matchs sans Zidane, on l'a dit tout à l'heure. Aimé Jacquet donne les clés de l'équipe de France à 2 personnes. Là, il n'en reste plus qu'une. Comment ça se passe on se retrouve Quand il a été expulsé, on était tellement prêts qu'on ne s'est pas posé de questions. Ok, t'as pris un carton rouge, combien de temps, combien de matchs? 1 match, 2 matchs, 2 matchs, ok, d'accord. Ok, rendez-vous dans le 3e. Voilà. Et c'était, sincèrement, ça a été aussi simple et radical que ça. On ne s'est pas dit, oh putain, fais chier, il va pas jouer, fais chier ci, fais chier ça. Sûrement, l'entraîneur a eu des choix tactiques à faire. Mais nous, on va dire, les leaders de l'équipe de France, on s'est dit, voilà, on fera sans lui pendant 2 matchs et on va se débrouiller. Et c'est ça aussi la force de l'équipe de France. C'est ça pour le groupe, mais aussi pour Zidane. On l'a jamais dit, ouais, putain, on va être dans la merde parce que t'es pas là, tout ça. Non, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a pu, même si ça a été difficile pour lui, il a pu aussi bien gérer parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur nous. Mais je crois que c'est Robert Pires qui te donne un hommage assez appuyé en disant qu'effectivement en 98, si la France fait ce parcours, c'est en grande partie grâce à ce dépassement de fonction dont tu parles. On a l'extrait en fait, ouais. Bon, je sais pas si je vais me faire des amis, mais Zizou pendant la Coupe du Monde, ça n'a pas été le meilleur, quoi. Parce que en fait, quand tu analyses sa Coupe du Monde, pour moi, elle est très moyenne. Il a été exceptionnel
le jour J. Le jour est certainement le match le plus important, c'est la finale, ça c'est clair. Mais avant d'arriver là, je crois que pour moi, l'un des joueurs les plus importants dans le jeu, dans l'entre-jeu, pour moi, c'était Youri Djorkaeff, quoi. Et Youri, il n'a pas de chance parce qu'il est dans l'ombre de Zizou, parce que Zizou, il a été exceptionnel pendant la finale et il a un peu éclipsé tout ce qui avait été fait avant. Ouais, son analyse est juste. Après, à part l'ombre, parce que déjà, j'ai jamais recherché la lumière. Donc j'ai pas de problème à ce que d'autres soient mis en avant. J'aime beaucoup ce que dit Robert. C'est pas un secret pour les joueurs de l'équipe de France d'avoir cette analyse-là. Moi, j'aime beaucoup aussi Lilian Thuram, que je connais depuis très très longtemps. Et Lilian, il dit souvent, oh là là, quand le premier match de la Coupe du Monde, il a commencé, que j'ai vu Youri défendre comme il a défendu, il n'a jamais défendu comme ça de sa vie, j'ai compris que la Coupe du Monde, c'était une autre histoire. Et ce qui est marrant, c'est que justement, Lilian Thuram, qui félicite Youri d'être défenseur, à son tour, il a été attaquant en demi-finale. Finale, et de moi, voir Lilian marquer 2 buts en Coupe du Monde, en demi-finale de Coupe du Monde, je dis que vraiment la Coupe du Monde, il faut être à un niveau assez incroyable pour pouvoir performer comme ça. Mais est-ce que, en fin de compte, il y a quelque chose qu'on pourra jamais m'enlever, c'est le fait d'être qui je suis et le fait de savoir ma force à moi, c'est pas d'attendre qu'on me dise t'as bien joué. J'attends pas. En fin de compte, c'est notre éducation. Chez nous, les Arméniens, on n'attend pas un merci. On fait les choses parce que c'est naturel à les faire. On fait les choses parce que c'est aussi notre survie. On fait les choses parce qu'on a été éduqués comme ça. Et quand je commence la Coupe du Monde, je ne me dis pas je vais jouer pour faire plaisir. Non, je vais jouer pour la gagner. Pour la gagner, il faut mettre des fois le bleu de chaud, il faut aller au charbon, il faut aller faire des choses qui, si tu attends que l'autre le fasse, des fois ça va être compliqué, tu peux être frustré. Donc voilà, je pense que j'étais un des leaders. On était plusieurs, mais je n'étais pas seul, autrement seul on ne tu nulle part. J'étais un des leaders de cette Coupe du Monde. Ça peut être perçu de l'extérieur comme une part d'arrogance, mais on a aussi cette impression que souvent ce que tu dis, tu le fais. On a parlé tout à l'heure du match du Deportivo avec le PSG, où tu as dit à Luis Fernandez, l'entraîneur, je rentre, je marque, je sors, et c'est ce que tu as fait. Et là, il y a une espèce d'instinct aussi. Alors, on a parlé de la finale qui était entre guillemets la finale de Zidane, mais il n'est pas pour rien, parce qu'il y a le deuxième corner qui arrive, et là, Zidane l'a tiré, tu te retournes vers lui. Oui, bien sûr. Dans le schéma tactique avant-match, tu sais, sur le tableau, il y a coup franc à droite, Youri, coup franc à gauche, Youri, coup franc excentré, Youri, corner Zidane. Zidane et Manu Petit à gauche, et Zidane à droite. Corner rentrant, on va dire. Et Zizou venait juste de marquer de la tête. Donc je me souviens toujours, le ballon il sort et tout, il va pour un. Je dis non, laisse, je vais tirer. Mais t'imagines, ça dure 2 secondes, tu rentres pas dans la discussion pour c'est moi qui le tire, non, laisse-moi. C'était ça notre force aussi. C'était ça aussi notre compréhension à tous les deux du jeu. On n'avait pas besoin de faire des longues phrases pour savoir où l'autre allait se placer, comment on allait jouer. J'avais pas besoin de dire au coach, ils m'ont tourné, coach, je vais tirer moi le corner. Et voilà, c'était notre capacité à nous adapter qui a fait qu'on était la meilleure équipe pendant ce tournoi-là. Donc je vais tirer le corner. Les coups de pied arrêtés avaient été travaillés la veille. Aimé, le jour du match, avait insisté sur le mauvais placement des Brésiliens. Vous avez fait voir 2-3 images sans mauvais placement justement au premier poteau. Ils ne savaient pas défendre sur les coups de pied arrêtés. Les Brésiliens ne savent pas défendre. Voilà, ils pensent que le ballon il va arriver et qu'ils vont défendre. Et qui coupe les trajectoires, prend l'ascendant sur eux. Et donc Zidane l'a fait en premier mi-temps, il l'a fait en deuxième mi-temps, il fallait juste synchroniser le mouvement et le ballon, et tirer au premier poteau, c'est ce que j'ai fait. Donc 2-0 à la mi-temps contre le Brésil.
Ce qui donne aussi cette magnifique image qu'on a de la une de l'équipe qui est une belle une parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette photo-là et elle représente pas mal de choses. Donc 98, première victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, donc on l'a dit, enfin ça démarrait difficilement, pas forcément avec le soutien de la presse, mais une force dans le collectif. Et puis 2 ans après, c'est l'Euro 2000. Et là, on est déjà à l'apothéose. Enfin, je veux dire, cette compétition, elle est magnifique en fait. On est les favoris, on arrive avec sincèrement, la victoire en Coupe du Monde, quand tu gagnes en Coupe du Monde, tu voles. Même si les matchs d'après n'ont peut-être pas été extraordinaires, quoi qu'il arrive, tu gagnes 1-0, 2-0, tu vois, tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises tout, tu joues dans une espèce de bulle qui est assez incroyable, que la Coupe du Monde peut t'amener. Et donc on arrive comme ça au championnat d'Europe, Belgique et Hollande. Pour moi, la meilleure équipe de l'équipe de France, meilleur groupe, très homogène, très compact, très fort, techniquement très physique et techniquement très fort. Et on arrive pour l'Euro. Et sincèrement, on a été magnifique. Dans tous les matchs de l'Euro, il y a eu que des gros matchs. Il y a eu une compréhension technique, une transition aussi tactique dans la projection de l'attaque et le retour en défense, aussi bien du bloc offensif que défensif. C'est très technique, mais faut bien se rendre compte que c'est ce qui a fait la force de l'équipe de France, c'est être capable d'aller presser très haut, de se replier très bas, et d'avoir toujours ce balancier, mais assez homogène. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc nos adversaires ne pouvaient pas prendre l'air, respirer, faire tourner, ou alors temporiser. On donnait toujours un rythme assez élevé qui faisait la grande différence. Mais autant en 98, la France organisée a été qualifiée d'office, mais en 2000, il a fallu passer par les qualifications. Un groupe pas évident, avec l'Ukraine et la Russie, alors un groupe très à l'est, puisqu'il y avait entre autres l'équipe d'Arménie. Et un match très compliqué dans le mythique stade Razdan. Un match décisif, juste pour un petit rappel à nos auditeurs, la France termine première, avec un point d'avance, donc le premier qualifié, un seul point d'avance sur l'Ukraine, qui était barragiste, et 2 points d'avance seulement sur le troisième, qui était éliminé. Et là, on joue contre l'Arménie, donc dans ce groupe très serré. Au bout de 5-6 minutes de jeu, il y a un face-à-face contre Berezovski, l'emblématique gardien arménien. Ouais. Face-à-face raté, contre-attaque, but de l'équipe d'Arménie. Ouais. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui doivent remonter aussi à ce moment-là. Il y a le contexte du match, il y a le lieu, puis la qualification qui doit se jouer derrière. Le contexte du match, c'est la première fois que j'allais en Arménie. T'imagines que mon père avait déjà été, ma mère aussi. Moi, j'ai attendu 99 pour aller en Arménie. Oui, c'est ça, 99, pour les qualifications de l'Euro. Donc, pour aller en Arménie, 99. Donc si on imagine la boucle, mes grands-parents fuient le génocide, passent par Alep, Syrie, stop à Beyrouth, bateau pour Marseille, remonter la vallée du Rhône, s'installe à Lyon. Moi, deuxième génération née en France, je reviens en Arménie, je viens en Arménie en tant que champion du monde, avec un palmarès incroyable, et aussi ma famille et l'équipe de France. Donc c'est un parcours assez intense. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, j'étais avec le président Macron, quand il y a eu la cérémonie pour Mishak Manouchian. Ensuite, on a dîné avec le Premier ministre arménien et le président de la République. Et, il y avait quelques convives aussi à la table à l'Élysée. Et j'expliquais au président de la République, je lui disais, toutes les personnes qui sont à la table, là, tous leurs grands-parents étaient apatrides. Donc mes grands-parents étaient apatrides. Mes grands-parents sont arrivés en France sans papier. Mon père, capitaine de l'équipe de France, capitaine de Marseille, comme ça, on va en parler à tous les auditeurs de Radio Arménie, de Marseille, de Lyon et de Paris Saint-Germain, capitaine de l'équipe de France. Moi, champion du monde, en 2 générations, de grands-parents apatrides.
Et j'expliquais ça au président de la République, qui ne connaissait pas l'histoire de mes grands-parents. Donc je lui ai rappelé, il a dit, et je lui ai dit aussi, la force de la France, c'est d'avoir aussi accepté ces gens-là. Et aujourd'hui, après 2 générations, les fils de la France sont champions du monde et sont des ambassadeurs pour un pays aussi un peu particulier. Et donc 99 en Arménie, fier, incroyable, la folie. Je peux pas sortir, c'est tellement il y a le monde dehors. Et je me souviens toujours quand l'Arménie marque le premier but, il y a eu des applaudissements, mais c'était des applaudissements, tu sais, un peu timides. Parce que les Arméniens étaient pour la France. Tous les Arméniens étaient pour la France. Et pour eux, c'était nous les champions du monde. Il y avait aussi Bogossian qui était là, même s'il a moins d'attache, parce qu'il a perdu son papa très tôt, qui était lui d'origine arménienne. Alain Bogossian qui était là aussi. Pour l'Arménie, les Arméniens, c'est nous. C'est Bogossian, c'est Djorkaeff. Donc quand l'Arménie marque, il y a des encouragements, mais il y avait plus d'encouragements quand moi j'ai marqué mon penalty. Quand moi j'ai marqué le but, il y avait une vraie explosion de joie dans tout le stade, et on a gagné notre match. Ça nous a permis aussi de nous qualifier pour l'Euro derrière et d'avoir fait un Euro incroyable. Et quelle soirée après. Je suis pas rentré avec l'équipe de France, on est resté 3 jours à Yerevan, donc c'était la première fois. J'ai pu apprécier les Khoroats, les Genats et tout ce qui va avec. C'était assez incroyable, et c'est un souvenir. Derrière ils m'ont remis le passeport arménien à cette période-là. J'étais reçu par le président, le premier ministre, premier président de l'époque. Et tout de suite, j'ai une vraie connexion. Je ne connaissais pas ce côté d'Arménie, je connaissais plus la Turquie, j'avais été à l'époque. J'avais encore de la famille là-bas. Et c'était une vraie connexion. Depuis, je suis retourné assez souvent en Arménie. J'ai des bons amis là-bas. J'essaie de passer beaucoup de temps là-bas. Alors on a parlé de l'Arménie, ça c'était en 99. Bien évidemment la victoire à l'Euro en 2000. Une finale un petit peu difficile contre des Italiens que vous connaissiez bien. Vous avez fini d'ailleurs sur le banc, vous avez été remplacé. Donc un peu de stress sûrement et de tension. On se rappelle un peu cette on savait que les remplaçants feraient le job aussi. Voilà. Et ben on va rester peut-être avec l'Arménie, parler de l'Arménie d'aujourd'hui. Est-ce que vous suivez un petit peu les joueurs arméniens actuels? Oui, je suis l'équipe nationale. Ça fait un moment que le président de la fédération armène, nous avons de très bons rapports. Il a développé le football en Arménie, il a développé la philosophie aussi bien des footballs masculins que féminins. Et c'est vrai qu'il fait un super boulot. Et l'Arménie aujourd'hui commence à sortir des jeunes joueurs, commence à être compétitif sur la scène internationale. Et je crois que c'est de bon augure pour l'avenir. Il y a une nouvelle génération, c'est vrai que il y avait à un moment donné, il y avait Henrik Mkhitaryan et très peu de joueurs autour. Il y avait peut-être Yoram Mircician qui avait le niveau, mais on a toujours pâti, en fin de compte, l'Arménie a toujours pâti du rendement de Henrik. Et maintenant que Henrik est moins là, il y a l'émergence de nouveaux joueurs, de nouveaux talents. Et même si je ne connais pas tous leurs noms individuellement, il y a des très très bons joueurs. J'ai vu jouer au moins 3-4 fois. Et j'espère qu'il y aura une qualification un jour pour une grande compétition. C'est ce qu'on souhaite. On l'a loupé de peu la dernière fois, mais c'est vrai que, notamment, on se souvient de fameux 4-2 au Pays de Galles, en fait, où Ranos et Zelarayán avaient éclaboussé de toute leur classe, en fait, ce match-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on les suit chaque semaine dans Sport sur Hype. En fait, on a des joueurs arméniens qui s'exportent et dans des championnats majeurs, en Bundesliga, en Serie A, bien sûr, avec Henrik Mkhitaryan, mais aussi aux États-Unis, en Amérique latine. On a Zelarayán aujourd'hui qui joue dans le championnat saoudien, qui est le meneur de jeu de l'équipe d'Al-Fateh. Et puis on a notre capitaine qui aujourd'hui se retrouve en Chine et qui effectivement, donc les joueurs arméniens s'exportent.
Tu évoquais les sélections féminines et jeunes aussi. Les U21 aussi se comportent plutôt bien avec des résultats plutôt encourageants dans la perspective de la qualification pour l'Euro. Donc effectivement, on sent que le football et le futsal aussi, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, l'Arménie est en retard au niveau du football, faut le dire, au niveau des infrastructures aussi, au niveau il y avait pas mal de problèmes aussi sur la régularité des championnats, il y a eu plein d'histoires auparavant qui ont entaché le football arménien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est derrière, il y a des équipes qui sont très structurées, il y a un championnat qui est de plus en plus intéressant avec des vrais budgets, des vraies équipes, des vrais joueurs aussi qui viennent jouer en Arménie. Le fait qu'il y ait eu des tours préliminaires en confédération, Coupe des Confédérations, Europa Cup, ça a été un plus aussi pour mettre de la visibilité sur le championnat arménien. Et puis l'équipe nationale a été performante. L'équipe nationale a failli à un moment donné être qualifiée, surtout je remonte avant la Coupe du Monde au Qatar où elle était dans la poule avec l'Allemagne où elle a eu de très très bons résultats sur les 6 premiers matchs. Après, malheureusement, elle s'est un peu effondrée quand il y avait l'entraîneur espagnol. Mais ça prouve que le football est aujourd'hui très présent en Arménie. Je le sais parce qu'avec la FIFA, j'ai fait des projets en Arménie. Quand je m'occupais de la fondation de la FIFA, j'ai fait un campus en Arménie. Après, j'ai eu un autre programme qui s'appelle Football for School que j'ai aussi développé en Arménie. Donc, on a eu aussi l'Arménie, la fédération arménienne a reçu le prix de la FIFA sur le meilleur développement l'année dernière avec 89 petits terrains construits en Arménie dans les campagnes et d'où on a été faire l'inauguration avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'année dernière. On a été vers le lac Sevan, on a été jouer là-bas pour faire une irrigation. Non, sincèrement, je sais qu'il y a le futsal là, qui est organisé cet été par l'UEFA. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football. Ce qui serait bien aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai stade aussi adapté. Je pense que la prochaine étape pour le gouvernement arménien et pour la fédération, c'est d'avoir un stade adapté qui puisse organiser des vraies compétitions internationales, aussi bien chez les jeunes que les moins jeunes. Et je pense que voilà, il y a une route qui est bien tracée et j'espère que l'Arménie va prendre cette route-là et puis demain avoir une vraie qualification pour ou un Euro ou une Coupe du Monde. Alors on a eu des joueurs internationaux arméniens qui sont venus jouer dans les championnats portugais. À Orient, il est venu jouer dans le championnat espagnol. On n'en a pas eu, en tout cas récemment, dans le championnat de France, puisqu'on a eu Eric Assadorian à l'époque qui a joué en équipe nationale arménienne. Là, on a des joueurs de talent. Est-ce qu'il n'y aura pas des possibilités? Il y a peut-être des liens avec l'Olympique lyonnais. On a Henrik Mkhitaryan qui est peut-être en fin de carrière, mais qui a aussi des liens très forts avec cette région lyonnaise, puisqu'on le rappelle, il a grandi à Valence, où a joué son père. Il n'y aurait pas des possibilités de créer des connexions avec nos joueurs internationaux? C'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a manqué aussi bien pour l'Arménie que pour la France, la diaspora, c'est ce lien sportif. Les différents UGA ont été performantes quand la sélection arménienne n'était pas très intéressante, quand le championnat n'était pas intéressant. Et c'est un peu dommage parce que ça aurait été bien qu'il y ait un vrai vivier de clubs arméniens ou d'origine arménienne en France et qui puisse permettre pour un jeune joueur d'être mis en valeur et derrière de pouvoir faire ne serait-ce qu'un essai aussi avec les différentes équipes ou aussi bien arméniennes parce qu'il y a maintenant un championnat professionnel en Arménie avec des bons budgets et autrement l'équipe nationale, c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a pas qu'en France, c'est un peu partout dans le monde. La fédération n'a pas assez de moyens pour développer des clubs pilotes dans le monde. En fait, je pense que ce serait plus à la diaspora de s'occuper, d'avoir des vrais clubs pilotes pour nourrir la fédération, pour nourrir le championnat italien. Et je pense que le lien, il serait vachement intéressant. Si vous avez à Alfortville ou à Issy-Munio des objectifs de club, voilà, ça peut être un lien extra pour la fédération arménienne. Alors on l'a dit, aujourd'hui Yuri nous accueille dans les bureaux de la FIFA, donc on l'a évoqué, c'est
un petit peu, mais ce rôle justement au sein de la FIFA aujourd'hui, enfin le quotidien, c'est quoi? Comment ça se passe? Moi, depuis 2019, je suis à la FIFA. Au départ, je me suis occupé de la fondation. Le président de la FIFA avait créé la fondation en 2018 et il cherchait quelqu'un qui avait l'expertise que moi je peux avoir parce que j'ai géré ma fondation aux États-Unis. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai tout de suite commencé ma fondation aux États-Unis. J'ai fait des programmes là-bas. Et le président de la FIFA m'a demandé de venir à la FIFA, de gérer, de construire toute la fondation de la FIFA. Donc c'était assez incroyable parce que j'avais deux mots très forts dans les mains. J'avais fondation et j'avais FIFA. Et ensemble, FIFA Fondation, c'est une plateforme assez incroyable. On parle de foot, on parle de FIFA qui est la plus grosse organisation dans le football. Donc ce qui a été mon quotidien, c'était surtout de réfléchir à comment amplifier cette force de la FIFA. Donc j'ai fait beaucoup de partenariats avec les grandes ONG mondiales, que ce soit l'UNICEF, l'UNESCO, WHO, tous ces organismes, aussi bien pour les réfugiés que pour autre chose. Les grandes fondations aussi individuelles, Bill Gates Fondation, Qatar Fondation, toutes ces grosses fondations qui ont déjà des projets, des programmes dans le monde entier. Donc j'ai fait des partenariats stratégiques qui a permis à la FIFA Fondation de pouvoir leader. Ça veut dire, j'allais sur des pays, je définissais des communautés qui avaient besoin du sport pour pouvoir déjà sortir du quotidien, mais aussi faire d'autres projets éducatifs ou santé autour de notre leadership de la Fondation. Le président de la FIFA m'a demandé de rejoindre son bureau. Donc le bureau de la FIFA, le bureau du président de la FIFA, c'est vraiment un cercle assez restreint. Et il m'a demandé de devenir son conseiller football. Et donc c'était très valorisant. Complètement différent. Là, je suis passé un petit peu plus diplomatie politique. Ça veut dire que 99% de mon temps, je le passe avec lui. Avant, j'avais 12 employés, un budget, c'est moi qui décide la stratégie, tout ça, un agenda. Là, du coup, c'est un peu changé aujourd'hui. Aujourd'hui, je voyage dans le monde entier avec le président. On voit des chefs d'État, on voit des ministres, on voit des entrepreneurs, on voit des gros projets, on fait des gros projets de continent. On voit aussi d'autres fédérations. Il y a la FIFA représente 211 fédérations, donc 211 pays. Chaque fédération a aussi un droit de vote, de parole. C'est pas la France a 4 voix et Suriname n'en a qu'une. Non, chacun est logé à la même enseigne. Donc ça permet aussi au président d'aller sonder tout le monde et je l'accompagne dans ces voyages-là qui sont très intéressants. Donc j'ai pas de domicile fixe en ce moment. je vis un peu partout, mais c'est très valorisant parce que déjà la prochaine Coupe du Monde a été la Coupe du Monde au Qatar a été un vrai succès, a été difficile à mettre en place, mais a été un vrai succès. Aujourd'hui, le football, après cette Coupe du Monde là, quelque part tout le monde veut travailler avec la FIFA, tout le monde veut faire des projets avec la FIFA, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, aussi bien sportif que projet société. Et on sait qu'on a une force, c'est de vraiment pas toujours changer la vie des jeunes et des moins jeunes, mais d'amener quelque chose de particulier. On voit dès qu'on arrive quelque part, on fait glisser le ballon, tous les gosses, aussi bien les garçons, les filles, s'engagent, jouent et oublient des fois pendant 1h30 des problèmes qu'ils ont chez nous. Tu évoques les garçons et les filles, mais c'est l'occasion de dire qu'effectivement le ballon aujourd'hui qui sert de décor, c'est le ballon effectivement de la Coupe du Monde féminine. Gros développement du foot féminin effectivement à l'échelle mondiale et à chacune des échelles au niveau régional. Oui, c'est vrai que ça a été une volonté du président de la FIFA de vraiment mettre le paquet avec les filles. 2019 a été une Coupe du Monde incroyable en France. Et c'était un déclic, hein. Personne n'attendait autant de monde, autant de shows, de matchs, de suspense. Et derrière, la FIFA a mis tout en place pour le développement féminin, mais au quotidien, même dans les clubs, dans les petites fédérations.
Et aujourd'hui, pratiquement toutes les filles peuvent avoir accès au football. La dernière Coupe du Monde, il faut savoir que lors de la finale, il y a eu 2 milliards de téléspectateurs, spectatrices, comme on veut, téléspectateurs. Il y a eu 2 milliards de gens qui ont suivi la finale. Il y a eu à peu près 2 millions de tickets vendus en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une Coupe du Monde qui était très loin. Il y a eu un engouement, de plus en plus autour du foot féminin. Ça me rend heureux parce que j'étais au tirage au sort des Jeux Olympiques, donc c'est la FIFA qui organise les Jeux Olympiques au niveau football, et il y avait aussi bien l'engouement avec Thierry Henry qu'avec Hervé Renard, avec les filles qui vont jouer dans un groupe très serré, une compétition qui ressemble exactement copie conforme sans l'Angleterre, mais à la dernière Coupe du Monde. Coïncidence ou pas, en fait, il se trouve que le principal club qui fournit l'équipe de France, c'est l'Olympique Lyonnais, justement, féminin. L'Olympique Lyonnais qui a été un précurseur dans le football féminin. Jean-Michel Aulas a fait un travail extraordinaire avec ce club-là, aussi bien masculin que féminin, mais je dirais surtout féminin, où il a développé dans un contexte qui n'était pas encore au football féminin, qui n'était pas encore tourné sur une internalisation du football et de tout. Le football féminin était joué à un niveau qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, et ça c'est grâce au travail de l'Olympique Lyonnais, de Jean-Michel, et de la France aussi, parce qu'on a été précurseurs aussi bien. Avant, il y avait les Américaines, il y avait les Chinoises, mais c'était en Europe, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouent au football, et la France a été un des premiers pays à faire jouer les filles. On n'a pas évoqué le passage à New York, par exemple, c'est une étape importante, une ville que tu apprécies particulièrement. On est revenu à Lyon. Je vais aller à Dessines, parce que Dessines, c'est pas Lyon. Alfortville, ce n'est pas Paris. Donc on va retourner à Dessines, là où tu as tes racines. Il y a aujourd'hui un stade, Youri Djorkaeff. Jean et Youri Djorkaeff, tout à fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très particulier. Vous avez aussi, avec ton père, donc au-delà de toute cette histoire qu'on a évoquée, vous avez un point commun avec Lilian Thuram et son fils. Vous êtes les deux seuls familles à avoir été buteurs en équipe de France, père et fils. Donc c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Et nous, on voulait revenir donc, du coup à Dessines. On a commencé avec le clan Djorkaeff. On va peut-être finir avec le clan Djorkaeff, parler un petit peu des enfants. On a commencé avec des colonies. Il me semble que tes enfants aussi, tu as cette envie de leur transmettre une partie de cette culture arménienne. Kalmouk sans doute aussi, puisque tu as ces deux origines. Les enfants aussi ont participé à certaines colonies, justement la transmission, alors d'une part au niveau arménien, et puis aussi un petit peu au niveau footballistique, puisqu'il y a un des fils qui joue, qui est professionnel de football également. Dessines, le fief des Arméniens à Lyon. Il y en a d'autres quartiers, mais Dessines c'est vraiment le quartier où nous, notre clan, il a grandi, où nos grands-parents ont vécu là-bas, nos grands-parents ont construit. Voilà, à l'époque c'était pas la famille Djorkaeff, c'est la famille Ohanian. Du côté de ma mère, l'UGA c'est la famille Ohanian. Le bar des sports c'est mon grand-père qui l'a tenu. Derrière il a fait en sorte que tous les Arméniens puissent à un moment donné se rassembler. Donc les deux pôles qu'il a créés, aussi bien le club sportif que le bar, étaient assez intelligents, parce que c'est là où on va s'extérioriser et puis derrière raconter ses histoires. Dessines, c'est important aussi dans les repères de mes enfants, parce que on était toujours à l'étranger, on était toujours à droite à gauche, et quand il y avait l'intersaison qui tombait pendant les écoles, mes parents ils venaient surveiller les gosses, et je pouvais un peu partir en vacances une semaine ou deux, et dès que moi ma saison reprenait, mes enfants migraient ou immigraient à Dessines, et ils restaient pendant 2 mois. Donc ils ont fait bien sûr toutes les colonies arméniennes, et puis surtout ils avaient la chance d'avoir leurs cousins autour. Mon père avait un petit bout de terrain derrière, on jouait au foot, on a toujours joué au foot derrière chez nous, et c'était pour eux des super vacances, parce que même s'ils partaient pas dans des endroits exotiques, ils passaient beaucoup de temps en famille, ce qu'ils n'avaient pas eux
pendant toute l'année parce qu'on était à l'étranger. Et ces vacances des Chinoises, pour mes enfants, pour moi, pour mes parents, pour ma famille, c'était sûrement les plus belles. Ben, merci à vous. On s'est vu dans des circonstances fortes. C'était lors de la cérémonie de Manouchian. Je vous ai dit que j'allais faire l'interview pour les 100 ans, pas les 100 ans, la 100e de votre émission. Je vous l'avais promis et je trouve que c'est important ce que vous faites aussi. Vous êtes le lien, vous êtes le lien avec toute la diaspora. Vous parlez de l'Arménie, vous mettez en valeur les sportifs et les non-sportifs. Et je pense que c'est important que vous ayez mon soutien et que à ma petite échelle, j'amène une contribution à tout le travail que vous faites depuis 100 émissions. Voilà. Bravo à vous, merci de m'avoir invité. Et puis, merci pour ces beaux souvenirs qu'on a ressassés, mais c'est pas si loin que ça. Sincèrement, j'ai l'impression, même si on est loin là, j'ai pas l'impression que c'est si loin que ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toi, merci à vous. Merci.